Bon, je crois que nous allons pouvoir reprendre cette deuxième partie donc, de ce colloque consacré à René Goblet. Alors ce matin, nous avons entendu beaucoup parler de l'homme politique, c'est-à-dire que le personnage, puisque tout homme politique est un personnage qu'incarnait cet individu qui était Goblet, et on aimerait en savoir un peu plus, bien sûr, ce qu'il était, sa personnalité. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont posées, n'est-ce pas? D'où tirait-il son argent? Également, que pensait-il véritablement? Alors peut-être que nous apprendrons quelque chose de plus cet après-midi, je ne sais pas, voilà, puisque nous écouterons successivement d'abord Daniel Compère, qui va nous parler de René Goblet, académicien, ce que qu'en tant académicien, pardon, il a fait quelques petites, je ne sais pas, confidences, mais trahi un peu, c'est-il trahi un peu. Alors académicien, je précise, c'est l'Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens, bien entendu, voilà. Alors on ne pouvait pas trouver mieux que toi, puisque tu es toi-même académicien, même directeur annuel de l'Académie de l'ASLA, bien, et que tu as d'ailleurs plusieurs fois travaillé un peu, montré quelles étaient toutes les personnalités qui ont participé à l'Académie, qui étaient académiciens, n'est-ce pas, voilà, dont bien sûr René Goblet, mais il y a eu aussi Jules Verne, Jules Barny, qui sont d'ailleurs des contemporains. Donc écoute, tout simple maintenant, c'est de t'écouter attentivement. Merci à Francis. Voilà, merci. Ça marche. Merci à vous d'être venus. Merci aussi aux organisateurs de cette journée. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Je suis prudent. Donc, René Goblet, académicien, puisque nous l'avons vu ce matin, René Goblet, c'est une personnalité importante au niveau amiénois, mais aussi national. Et il est assez peu connu qu'il a été membre de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens. Alors, il faut le dire, vous allez voir, ça n'a pas été un membre très actif. Il était engagé par ailleurs et fort pris par tous ses mandats électifs, mais c'est néanmoins une personnalité qui marque une certaine présence. Et cet après-midi, donc, je suivrai tout simplement l'ordre chronologique pour observer les interventions de René Goblet dans le cadre de l'Académie. Alors cela commence par un discours, alors que René Goblet n'est pas encore académicien, mais qui est reproduit dans les mémoires de l'Académie de l'année 1872. Un discours que René Goblet a prononcé en tant qu'avocat, plus précisément Marie de Bâtonnier, à l'occasion des obsèques de Louis Ancelin, qui ont eu lieu en octobre 1869. Et alors on s'explique le décalage entre l'événement lui-même, les obsèques en 1869, et le discours publié en 1872 par les perturbations qu'a entraîné la guerre de 70 et le retard aussi dans les publications de l'Académie. Louis Ancelin était une personnalité importante pour l'Académie. Il était membre depuis 1819, secrétaire perpétuel de l'Académie depuis 1849. Il est décédé en 1869, donc les calculs sont faciles. On voit qu'il a été académicien pendant 50 ans et secrétaire perpétuel pendant 20 ans. Avocat, ancien bâtonnier, et il a donc été demandé à René Goblet de prononcer un discours lors de ses obsèques à l'inhumation au cimetière de la Madeleine. Et ce discours est reproduit donc dans les mémoires de l'Académie de l'année 1872, à l'intérieur d'un compte-rendu que fait le secrétaire perpétuel de l'époque, Eugène Hiver, des événements qui ont marqué les années 1869, 70, 71. René Goblet fait remarquer que Louis Ancelin était inscrit au tableau des avocats depuis 1810, ce qui faisait de lui sans doute le plus ancien avocat, et Xavier Powell pourra en témoigner, le plus ancien avocat du barreau français, tout au moins à l'époque. Et Goblet va en profiter pour faire l'éloge du métier d'avocat, disant, vous voyez, l'amour de notre profession ne doit-il pas suffire à entretenir en nous le culte du droit et de la liberté, et ce respect de nous-mêmes qui est la première vertu de l'homme. D'ailleurs, des jours meilleurs se lèvent et les jeunes confrères qui nous suivent ont déjà pu saluer la renaissance de cet esprit vivifiant qui a manqué à notre génération.
Et on verra assez souvent que dans des discours, en partant d'un sujet, René Goblet développe une pensée qui va rejoindre par ailleurs tout ce que nous avons vu ce matin, sa pensée politique. Et puis arrivons au moment officiel, si on peut dire, la candidature de René Goblet qui est présentée lors d'une séance de l'Académie le 19 novembre 1876. C'est le directeur annuel Henri Daucy qui présente cette candidature. Monsieur René Goblet, avocat, candidat au titre de membre titulaire. Alors, je dois dire que les archives de l'Académie qui sont conservées ici aux archives départementales ne gardent pas trace de cette candidature, mais nous savons qu'un bon nombre de documents ont disparu, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le 24 novembre 1876, René Goblet est élu lors de la séance, élu membre titulaire, c'est-à-dire membre à part entière. Alors, j'insiste sur ce point pour souligner l'importance que cette élection représente, à mon avis. Membre titulaire, il y en a, d'après les statuts de l'Académie, 36. C'est un nombre qui doit toujours rester inférieur à celui de l'Académie française, comme vous le savez, ils sont 40. Et ces 36 membres titulaires doivent obligatoirement résider à Amiens. Ils sont élus au scrutin secret et un nouveau membre titulaire prépare un discours sur un sujet de son choix et une date est fixée pour ce qu'on appelle sa réception. Et à l'époque, les statuts prévoient que ce n'est qu'à la suite de cette réception que le membre est considéré comme titulaire véritablement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque dès que l'on est élu, on a le titre de membre titulaire. Il y a de nouveaux statuts depuis les années 70. C'est donc comme avocat que René Goblet est présenté, et il est vrai qu'il exerce cette profession à Amiens depuis 1850, nous l'avons vu. On ne mentionne pas d'autres éléments de sa biographie, qu'il a fondé le Progrès de la Somme, comme nous l'avons vu, qu'il est député depuis juillet 1871, qu'il vient d'être élu maire en juillet 1876. Et ça m'a semblé d'autant plus curieux qu'à l'époque, le statut de l'Académie prévoit que le maire d'Amiens est membre honoraire de droit. Donc René Goblet aurait pu être considéré déjà comme membre honoraire de l'Académie. Mais il me semble que l'Académie a considéré, peut-être pas par un choix sur lequel on pourra discuter si vous voulez, qu'il convient d'accueillir par le processus électif une personnalité amiénoise plutôt que l'inviter aux séances en tant qu'élu où il sera membre honoraire, donc ne participant pas ni aux élections ni aux délibérations. La réception a donc lieu le 11 avril 1879, et là vous avez bien lu, c'est-à-dire 3 ans après son élection, et précisément, comme le prévoient les statuts, René Goblet va prononcer un discours sur un sujet intéressant, comme nous le verrons, correspondance de la municipalité d'Amiens pendant l'année 1792. Il commence ce discours de réception par des excuses en disant qu'il aurait dû prononcer ce discours déjà depuis plusieurs années, et aussitôt après avoir été élu, si possible, mais il assure qu'il ne faut pas voir là mauvaise volonté, ni même indifférence, mais simplement le fait qu'il ne s'attendait pas à ce que les années 1876-78 soient aussi chargées par ailleurs, et nous avons vu tout à l'heure qu'effectivement, il avait plusieurs mandats électifs qui l'ont bien occupé. Il avoue aussi se sentir un peu gêné en tant qu'avocat, homme de parole, de devoir écrire, et il ajoute qu'il est alors plutôt, lui, dans l'action. Et vous voyez, j'ai choisi cet extrait. La période d'action où je me trouve encore laisse, vous l'avouerez, moins de loisirs pour ses travaux. Parler, c'est encore agir. On parle comme on agit au jour le jour, suivant le besoin du moment. Sous l'impulsion des circonstances qui vous fournissent la matière du discours. Écrire, surtout écrire pour des lettrés, pour des académiciens, demande du temps, de l'étude, et d'abord un sujet. Et il va alors se référer à une conférence qui a été faite à la Société des antiquaires de Picardie. Et
on le remarquera, ce n'est pas les seuls liens qui existent, il y en a depuis la naissance de la Société des antiquaires de Picardie, des liens très forts entre l'Académie et la SAP. Et donc, un membre de la Société des antiquaires, qui s'appelle François-Irénée Darcy, a présenté en 1875, donc 4 ans auparavant, une communication sur l'histoire de la ville d'Amiens et du département de la Somme pendant la Révolution, en s'appuyant sur des archives départementales. Et Goblet dit que cela lui a donné l'idée de se plonger, lui, dans les archives de la municipalité d'Amiens, en se concentrant sur une période très précise, donc celle de la Révolution. Et, comme il le dit, ces archives ne sont pas moins abondantes en renseignements. Je voudrais, sans prétention, à titre d'exemple, pour ainsi dire, vous faire parcourir avec moi un document des plus curieux dans les annales de notre ville, un gros in-folio, que j'ai eu l'occasion de feuilleter dans ces dernières années. Il s'agit du registre de correspondance de la municipalité d'Amiens pendant les années 1792 et 1793. On trouve de tout dans ce registre, dit-il, détails d'administration, renseignements sur les monnaies, sur le prix de la viande, sur la halle au grain. Cette halle au grain, donc c'est un bâtiment qui a été détruit, mais qui est encore très présent dans les mémoires. Renseignements sur les anciens noms de rues, places de ville, sur un certain nombre d'églises, aujourd'hui détruites, et sur les couvents, alors presque aussi nombreux qu'aujourd'hui, et bien d'autres détails encore qu'il énumère. Il donne un certain nombre d'exemples de ces renseignements qui ont retenu un moment son attention. Par exemple, la foire de la Saint-Jean, qui se tenait donc, dans la fin du XVIIIe siècle, à l'intérieur de la fameuse halle au grain. C'est en 1845 seulement que la foire de la Saint-Jean, après avoir été pendant quelques années installée sur un emplacement de l'ancien cimetière Saint-Denis, fut transportée sur le Mail, et il y a encore quelques années, on s'en souvient, c'est là que cette foire avait lieu. Ces détails, dit-il, peuvent ne pas manquer d'intérêt, mais ce n'est, vous le comprenez, que la moindre partie de la correspondance que j'ai entrepris de vous faire connaître. Et il annonce qu'il va insister sur les événements publics, et en particulier le lien avec les événements historiques qui se déroulent en 1792. Et il va ainsi tomber sur la personnalité d'un négociant d'Amiens qui a été maire, M. Florimond Leroux, qui était maire à 2 reprises, en 1779 et puis à nouveau en 1782. Et Goblet a cherché à se renseigner sur ce monsieur Leroux. Il a trouvé une note de monsieur Garnier, le conservateur de la bibliothèque à l'époque, qui a collectionné, classé des documents antérieurs à la Révolution. Et il n'a trouvé que cette mention, 1779, connue par sa fermeté pour la défense des droits de sa place et de ceux de ses concitoyens. Et Goblet remarque que d'ailleurs Amiens a connu 2 autres maires qui portaient aussi ce nom de Leroux. Alors il y en a un qui est encore connu, si on peut dire, le sieur Firmin Leroux, puisqu'il y a une rue qui porte son nom, et puis un autre qui s'appelle Jean Prieur Leroux. Était-ce des ancêtres? Bon, on ne le saura pas, il faudrait mener des recherches généalogiques. Et toujours est-il, donc dit Goblet, que ce Florimond Leroux, après avoir rempli les fonctions de maire d'Amiens de 1779 à 1782, a été nommé, donc là cette fois on passe au moment de l'année 1789, par le bailliage d'Amiens pour être député aux États généraux qui se tenaient à Paris en 1789. Et il s'appuie cette fois sur une note de l'historien d'Amiens Dusvel. 4 d'entre eux, donc 4 citoyens d'Amiens, furent choisis. C'était l'évêque pour l'ordre du clergé, le duc d'Havre pour la noblesse, et messieurs Leroux, ancien maire, et Laurendeau, avocat, pour représenter le tiers-état. Et on apprendra même, ce que souligne Goblet, que l'ancien maire, Florimond Leroux, a eu l'honneur même de présider la première assemblée de la Révolution française. Et ce qui m'intéresse, c'est cette dernière phrase, c'est un de ces ancêtres libéraux que leurs successeurs revendiquent avec fierté. Et nous le verrons, il y a d'autres remarques
que fait René Goblet, qui souligne assez souvent une sorte de parenté, peut-être, qu'il crée avec certaines de ses personnalités politiques d'Amiens. Il va surtout, donc, comme il l'avait annoncé, s'intéresser aux événements qui marquent le trouble de la France et la ville d'Amiens en particulier, qui est menacée par l'invasion des ennemis qui, passant par la Belgique, menacent donc le nord de la France, et comment la municipalité va chercher à protéger la ville et ses habitants. Et on se prépare, on distribue des armes pour résister éventuellement à une attaque ennemie. Et il ajoute que la municipalité va redoubler de zèle et s'adresser à la fois au ministre de la Guerre et au ministre de l'Intérieur, de qui elle a particulièrement sujet d'espérer un accueil favorable. Ce ministre était M. Roland. Roland, c'était une personnalité importante à la fois de l'ancien régime et de l'époque révolutionnaire, hein, mais comme souligne Goblet, ce qui l'intéresse, c'est le lien qui le rattache à la ville d'Amiens, puisqu'il a épousé une jeune fille amiénoise, Mlle Flippon, et que cette jeune fille a d'ailleurs entretenu toute une correspondance avec d'autres, les demoiselles Canet, et que cette correspondance, elle a été éditée par un académicien également qui s'appelle Auguste Breuil. Et donc, Roland devenant, après le 10 août 1792, ministre de l'Intérieur, il était naturel que la municipalité d'Amiens saluât son retour aux affaires. Donc, ministre de l'Intérieur, ça va être aussi, mais Goblet ne le sait pas encore quand il en parle, un prédécesseur à ce poste. Le discours de réception de René Goblet est suivi d'un ce qu'on appelle un discours de réponse, c'est l'appellation des statuts, là encore, que je reprends, qui est prononcé par Gustave Dubois qui est aussi un avocat, et qui va donc saluer dans un premier temps l'élégance et la finesse des développements contenus dans le discours que vient de faire M. Goblet, et dans lequel il retrouve le talent qu'il a développé dans ses plaidoiries. Et Dubois va ensuite évoquer, de manière très feutrée, mais vous le verrez, de manière quand même assez précise pour nous qui pouvons analyser son discours avec un peu de recul, l'engagement de René Goblet, dont il va souligner que dès sa naissance à la vie politique, à la vie adulte, il a été intéressé par les destinées du pays, alors qu'elle reposait sur un trône où le principe d'une autorité restauratrice s'était installé souverainement. Vous leur souhaitiez d'autres assises. Donc on voit que sans nous donner de nom ni de date, on fait allusion à la restauration monarchique, et comment Goblet va s'opposer à ce régime tout au long de son existence. La vivacité de vos fermes impressions apparaissait dans un langage que colorait la flamme de vos brûlantes aspirations. Vous appeliez de tous les vœux d'une âme éprise d'une large intervention de la liberté dans l'organisme constitutionnel, et vous pensiez dès lors que les forces motrices du progrès civilisateur, loin d'en être diminuées, recevraient un nouvel accroissement de l'adjonction plus puissante du souffle démocratique. Vous voyez, des phrases très, très ronflantes pour dire que Goblet a constamment lutté pour imposer une idée plus démocratique et républicaine. D'immenses infortunes ont hâté l'avènement du régime de vos espérances. Donc là, la guerre de 70 a finalement provoqué la fin du Second Empire et l'arrivée d'une nouvelle assemblée. Dubois souligne donc cet engagement de l'élu pour asseoir la République et le rôle qu'il a joué. Nous sommes, je le rappelle, dans un discours prononcé en 1879. Et quelques jours plus tard, cette réception, René Goblet est nommé sous-secrétaire d'État à la justice. Nous l'avons vu tout à l'heure dans cette carrière d'élu et au niveau ministériel. Et alors, ce qui est plus surprenant aussi, c'est que à partir de cette réception en 1879, René Goblet sera bien sûr très peu présent à l'Académie, mais il va y avoir un retour assez étonnant en 1884, où
René Goblet va prononcer lors d'une séance solennelle de l'Académie. Alors, séance solennelle, ça veut dire qu'une fois par an se tenait une séance publique dans la grande salle de l'hôtel de ville où pouvait venir tout public, les séances ordinaires étant réservées aux seuls académiciens. Donc une séance solennelle qui a lieu le 28 décembre 1884 et René Goblet prononce une sorte d'éloge de Gauthier de Rumilly. Alors, Gauthier de Rumilly vient de décéder. Il est décédé en début de l'année 1884 et c'est assez curieux de voir que René Goblet va rendre hommage à un élu qui a commencé plutôt du côté monarchiste, donc celui qui l'a combattu, mais avec lequel il va avouer certaines rencontres et finalement se rejoindre après quelques années. Il va rappeler l'engagement de Louis Gauthier de Rumilly, qui est né en 1792, avocat, lui aussi, qui s'est présenté à des élections dans l'arrondissement de Doulan après la Révolution de 1830, et puis qui a mené pendant plusieurs années une vie politique intense dont René Goblet donne le détail avec beaucoup de précision. Et puis il rappelle aussi leur rencontre en 1870, après la chute du Second Empire, et comment Gauthier de Rumilly est une sorte d'exemple pour lui dans le fait qu'il se présente le plus souvent possible à des élections, et même encore tout récemment, dit-il, à l'âge de 84 ans, à l'élection de député, où il milita pour la République et vota en 1875 la Constitution qui consacra le régime républicain en France. Et il se présenta encore au suffrage pour devenir sénateur en 1876. Ce qui m'intéressait ici, c'est de voir que René Goblet insiste sur cette constitution, alors constitution avec des guillemets, hein, puisqu'on le sait, il n'y avait pas une constitution en 1875 pour consacrer le régime républicain, mais des lois constitutives. Mais je pense que on en parlait tout à l'heure à une pause, dans le langage courant, on parle de la Constitution de 1875 comme si c'était véritablement un texte officiel. Et puis j'ai noté aussi, si j'ai encore le temps, oui, un point qui est évoqué par René Goblet et qui me semble-t-il rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est comment il va se retrouver d'une certaine façon dans les combats de Gauthier de Rumilly également, puisqu'il dit un point qui lui tenait fort à cœur, c'était le maintien de la Constitution. Comment s'en étonner? Il n'était pas un républicain de la veille. Alors, là, il y aurait beaucoup à dire sur Gauthier de Rumilly. Et la transaction à laquelle avait fini par aboutir l'Assemblée nationale, donc là, on est bien dans 1875, loin de lui coûter, répondait au contraire aux aspirations de toute sa vie, par l'institution du régime parlementaire avec 2 chambres, par celle d'un président de la République irresponsable et armé du droit de dissolution, la République de 1875 ne se rapprochait-elle pas essentiellement de cette monarchie constitutionnelle qui avait eu ses premiers vœux, qu'il n'avait combattu que parce qu'elle méconnaissait dans la pratique les règles du gouvernement parlementaire. Donc on voit une interrogation aussi qui rejoint d'une certaine manière les débats d'aujourd'hui sur le rôle entre Parlement, Président et où les principaux pouvoirs doivent-ils être situés. Et quelques jours plus tard encore, juste après ce discours du 28 décembre 1884, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en avril 1885, René Goblet est nommé ministre de l'Instruction publique. Alors il va garder encore des liens, mais très, très lointains avec l'Académie, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il envoie très régulièrement à l'Académie un exemplaire de ses discours en tant que ministre de l'Instruction publique. Donc, je pense que ça révèle aussi peut-être chez lui ce que l'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette importance qu'il attache à l'instruction et à son évolution. Alors, je me suis demandé quels pouvaient être des liens entre René Goblet et d'autres académiciens. Et il y en a un, assez curieusement, mais bon, moi ça me fait très plaisir parce que vous le savez peut-être, je suis un spécialiste de Jules Verne. Eh bien, Jules Verne a des liens très étroits avec René Goblet. Alors, ils ont été tous les deux étudiants en 1848 à Paris, en droit, mais ils se sont rencontrés à cette époque-là. Là, j'avoue que
ça restera un point d'interrogation. Mais c'est certainement à l'Académie d'Amiens qu'ils se sont rencontrés, ont eu l'occasion de discuter. Et il est intéressant de voir que dans les lettres que l'écrivain envoie à son éditeur, Hetzel, il suit la carrière de René Goblet, d'élection en élection, de revers en réussite. Par exemple, j'ai cité une lettre du 1er mars 1876, où Jules Verne écrit « Voici les élections faites, très républicaines. Les républicains modérés seront-ils les maîtres? Tout est là. Dans la Somme, sur 7 députés, 5 républicains. Malheureusement pour Goblet, il est en ballottage avec un bonapartiste et j'ai peur pour lui. » Et on sait que nous sommes là à la veille du 2e tour des législatives qui aura lieu le 5 mars et René Goblet ne sera pas élu effectivement, mais comme il est déjà maire d'Amiens, bon, il a de quoi s'occuper suffisamment. Et puis il y a un détail alors, sur lequel j'avoue que je ne m'étais jamais arrêté, c'est que arrivant, comme vous le savez, à Amiens en 1871, Jules Verne est regardé comme un étranger. Il n'est pas d'Amiens, donc pas admis dans la société amiénoise. Et il a dû en discuter certainement avec des proches. Et c'est René Goblet qui lui propose un moyen pour se faire admettre par la société amiénoise, c'est d'organiser une grande soirée. Et Jules Verne va effectivement suivre ce conseil de René Goblet. Une soirée costumée qu'il organise en avril 1877 où chacun peut se déguiser en fonction des personnages de l'œuvre de Jules Verne. Et on sait que plusieurs personnalités politiques y ont participé. Je ne pense pas que René Goblet s'y soit montré, même bien déguisé. Et puis en 1883, Jules Verne va contacter René Goblet, qui est alors ministre de l'Intérieur, au sujet de la famille Thuillier. Vous savez que Louis Thuillier est un jeune savant amiénois, collaborateur de Louis Pasteur, et après son décès très jeune, sa famille risquait de vivre dans la misère, et Jules Verne, qui a bien connu Louis Thuillier, intervient alors pour qu'une aide soit accordée à cette famille, ce qui sera fait. 1885, ça correspond à la citation, en juin, le romancier écrit encore à son éditeur « Il va bien, notre petit Goblet, il grandit singulièrement. Ici, les opportunistes l'ont tellement en horreur qu'ils veulent le combattre aux prochaines élections. Les fous, il est pourtant aussi républicain qu'eux, et plus libéral, en outre inattaquable dans sa vie privée, comme dans sa probité publique. » C'est intéressant de voir ce témoignage d'un habitant d'Amiens, je dirais, même s'il est connu, quel est le regard qu'il porte sur René Goblet et ces combats internes que l'on a évoqués tout à l'heure du côté des républicains. Et en octobre, toujours en 1885, cette fois, Jules Verne va se réjouir que Goblet soit élu contre 2 conservateurs. On se touchait de près. Hein, il y a effectivement très peu de différence entre les 2 listes. Alors je précise qu'à l'époque, Jules Verne ne s'est pas encore engagé dans la politique amiénoise. Il se présentera seulement en 1888 sur une liste dirigée par Frédéric Petit. Mais ce qui m'a frappé, c'est que lui se prétend plutôt du côté des conservateurs, et on voit que déjà depuis plusieurs années, en commentant les élections avec son éditeur, il se réjouit plutôt des progrès des républicains. Bon, je passe sur le fait qu'après le décès de son éditeur Hetzel, Jules Verne va... Oui, j'ai presque fini là. Jules Verne va continuer à suivre la carrière de Goblet. Il va par exemple conseiller à son éditeur de prendre contact avec lui quand il est ministre de l'Instruction publique. Puis, apprenant que ce n'est plus Goblet, mais Marcellin Berthelot, il pousse également son éditeur à se faire connaître de ce ministre. Et alors, un dernier petit détail qui va rapprocher René Goblet et Jules Verne, dans ce discours sur Gauthier de Rumilly, René Goblet signale une curiosité, c'est que dans ces dernières années, Gauthier de Rumilly se livrait à la lecture d'un ouvrage de Luigi Cornaro, qui est un Vénitien, un ouvrage au titre formidable, « De la vie sobre et réglée, ou l'art de vivre longtemps dans une parfaite santé ». C'est un ouvrage très ancien qui est paru au XVe siècle.
Et René Goblet signale donc Gauthier de Rumilly, qui a effectivement vécu assez âgé, se livrer à cette lecture et peut-être y chercher des conseils. Et ce qui est amusant, parce que je me suis amusé il y a quelques années à chercher des académiciens qui avaient pu inspirer Jules Verne et qu'est-ce qu'on en retrouvait dans son œuvre, eh bien là j'aurais eu un exemple de plus. C'est que dans son roman intitulé Claudius Bombarnac, en 1892, Jules Verne va mettre en scène un médecin chinois qui, dans le train, lit ce livre de Cornaro, de La vie sobre et réglée. Et je suis sûr que Jules Verne a découvert cet ouvrage étrange par René Goblet. Donc pour terminer, je citerai un extrait d'un discours, cette fois qui a lieu en 1910, alors en soulignant, entre parenthèses, qu'au moment du décès de René Goblet en 1905, il n'y a rien dans les mémoires, compte rendu de l'Académie sur cette disparition. Il en sera simplement question, donc, dans des souvenirs du palais d'un avoué, cette fois, qui s'appelle Émile Bloquel, et qui mentionne le fait que quand il passe sur le boulevard de Belfort, et ça va nous amener au sujet d'une prochaine intervention, il se souvient de René Goblet en passant devant le monument élevé à sa mémoire, et il témoigne qu'il venait parfois discuter avec lui dans son cabinet d'avocat, exposer des affaires, qu'il plaidait avec une merveilleuse lucidité, une extraordinaire facilité de parole. Homme de conscience la plus sévère, il n'acceptait que des procès de choix dans lesquels il ne fixait ses honoraires qu'avec la plus scrupuleuse délicatesse, après avoir évalué la somme de travail qu'il devait fournir. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un détail, mais ça répond un peu aux revenus, sur la question sur les revenus de René Goblet. Et je terminerai en disant, et en rendant moi aussi hommage au travail de Renaud Quillet sur la gauche dans la Somme, au XIXe siècle, qu'on voit bien avec cet exemple de René Goblet les liens qui existent dans cette gauche d'Amiens au XIXe siècle, avec toute la diversité des personnes qui la représentent, et les liens qu'ils entretiennent avec les sociétés savantes de la Somme ou d'Amiens, que ce soit l'Académie, la Société des Antiquaires, mais aussi la Société d'émulation d'Abbeville, la Société linéenne ou la Société industrielle, qui a été également mentionnée ce matin. Il y a effectivement là tout un réseau dans lequel se retrouvent un certain nombre de personnalités, pas toujours sur les mêmes lignes politiques, c'est sûr, mais qui constituent un lieu d'échange important pour la vie intellectuelle amiénoise. Voilà. Merci.